Chapitre 2. Un portail vers un autre monde. À présent, laissez-moi vous demander de poser ce livre, de remplir un verre d'eau et de le placer sur la table, juste devant vous. Ou, si c'est impossible, imaginez que vous l'avez fait. Que voyez-vous dans le verre ? Vous devriez apercevoir la pièce dans laquelle vous vous trouvez, le paysage par la fenêtre et l'ambiance générale qui vous entoure. Tout ceci réfléchi par l'eau. L'eau est quelque chose de si commun qu'il est rare que nous nous arrêtions pour penser à elle. Bien que nous la buvions, nous lavions et cuisinions avec elle chaque jour de notre vie, peu de gens prennent le temps d'avoir une réelle réflexion sur l'eau. Pourtant, il n'existe probablement rien de plus mystérieux. L'un des aspects les plus mystérieux concernant l'eau est le simple fait que la glace flotte sur elle. Quand d'autres substances passent de l'état liquide à l'état solide, la densité des molécules et des atomes qui composent la matière solide s'accroît et la substance devient relativement plus lourde. Les particules de l'eau, en revanche, s'alignent de façon très régulière, avec de nombreux et grands espaces entre elles. Quand la glace en fondant redevient de l'eau, les particules deviennent des centaines de milliers de fois plus actives. En même temps, du fait qu'elles deviennent plus actives, les espaces se remplissent, rendant l'eau sous sa forme liquide plus dense et plus lourde que sous sa forme solide. L'eau est la plus lourde à 4 degrés. C'est la température à laquelle, au niveau de la structure moléculaire, les particules actives de l'eau remplissent tous les espaces vides. À mesure que la température s'élève, les particules deviennent de plus en plus actives, ce qui en fin de compte diminue la densité. C'est pour cette raison que, même si la température est très basse à la surface d'un lac ou autre masse d'eau équivalente, la température demeure de façon stable à 4 degrés tout au fond. Il en résulte que les créatures qui vivent dans ce lac seront capables de survivre de longs hivers sous la glace. Si l'eau se comportait comme les autres substances et que la glace tombait au fond, que se passerait-il alors ? Tout d'abord, nous ne serions probablement pas ici. À chaque chute de température, les fonds des lacs et des océans se transformeraient en glace solide et toutes les créatures mourraient. Grâce au fait que la glace flotte, même lorsque la surface de l'eau se couvre de glace, le milieu aquatique qui est au-dessous permet à la vie de continuer. L'eau a également la faculté unique de dissoudre les autres substances et de les transporter. Pensez à la quantité de matière qui peut être dissoute dans de l'eau, et combien il est difficile de faire retrouver à l'eau sa pureté d'origine. Dans les équipements des stations semi-conductrices ainsi que dans les usines de produits chimiques, des purificateurs d'eau sont spécialement installés pour garantir une eau extrêmement pure, mais dès que l'on place cette eau dans des conteneurs en plastique, il en va de même pour presque tous les autres matériaux, des impuretés commencent à se dissoudre. Conserver l'eau à l'état pur est extrêmement difficile. Cela ne vous surprendra guère d'apprendre que l'eau du robinet, et même celle des ruisseaux qui a l'air parfaitement propre, contiennent de nombreuses impuretés et des minéraux divers. Cette capacité de l'eau à dissoudre les autres substances donne un genre de soupe de vie qui fournit aux océans les éléments nutritifs indispensables à la création de la vie. Cette soupe a été le lieu de naissance de toutes les créatures vivant sur Terre. L'eau est en effet la force qui crée et donne vie. Sans l'eau, les particules ne pourraient ni se mélanger, ni circuler. L'eau a créé le chaos sur la Terre et a aussi fait naître l'ordre, et le résultat est une planète foisonnante de vie. Une antique croyance dit que là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Au Japon, tout lieu où de l'eau a jailli du sol était considéré comme sacré et comme un haut lieu d'énergie, faisant de lui un endroit idéal pour y ériger un tombeau. D'autres endroits ont aussi été désignés comme sacrés en raison du haut degré d'énergie qu'ils émettaient, et ce genre d'endroit se trouvait presque systématiquement situé au-dessus d'une eau souterraine. L'eau est la mère de la vie tout en étant aussi l'énergie de vie. Ceci est rendu possible
grâce aux caractéristiques uniques de l'eau. Mes investigations sur les mystères de l'eau m'ont amené à penser que l'eau est un élément qui n'est pas terrestre. Pourquoi, à votre avis, y a-t-il tant d'eau sur la Terre ? Dans la plupart des explications, il est déclaré que lorsque la Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années, l'eau s'est transformée en vapeur, s'est condensée pour former ensuite des pluies qui sont retombées sur Terre entraînant la création des océans. Mais tout débuta avant la naissance du Soleil. Des amas gazeux s'assemblèrent et commencèrent leur rotation, créant une boule rouge. Le reste des gaz se coagula aux poussières de l'espace, formant la Terre et les autres planètes du système solaire. À l'époque, la Terre était encore une boule de magma brûlant contenant de l'hydrogène. À mesure que le magma refroidissait, l'hydrogène s'évapora dans l'atmosphère nouvellement formée. Par contre, les savants ne sont pas tous d'accord avec cette théorie, et certains d'entre eux proposent des alternatives radicalement différentes. L'un d'entre eux est Louis Franck, de l'université de l'Iowa, qui avance l'hypothèse suivante. L'eau serait arrivée sur cette planète sous forme de masse de glace venue de l'espace. Le professeur Franck commença sa recherche lorsqu'il eut la surprise de découvrir l'existence de points noirs révélés par les photos satellites. Il en arriva à la conclusion que ces points noirs étaient de petites comètes qui tombaient sur la Terre. Or, ces mini-comètes sont en réalité des boules d'eau et de glace, pesant des centaines de tonnes ou davantage, et tombant dans l'atmosphère terrestre au rythme d'une vingtaine par minute, 10 millions par an. La théorie expose que ces boules de glace ont bombardé la Terre il y a 40 milliards d'années, créant les mers et les océans, et que ce phénomène continue de nos jours. Comme la pesanteur de la Terre attire ces comètes de glace dans l'atmosphère, celles-ci s'évaporent sous la chaleur du Soleil et se transforment en gaz. En tombant de l'espace suivant une trajectoire de 55 km, ces particules de gaz se mélangent à l'air dans l'atmosphère et sont propulsées sur la Terre, tombant sous forme de pluie ou de chute de neige. Il y a quelques années, la NASA et l'université de Hawaï annoncèrent que la théorie du Dr Franck avait des chances d'être crédible, déclaration qui fut largement médiatisée, mais il reste toujours de nombreux scientifiques à refuser d'adhérer à cette nouvelle manière de concevoir le monde. Si la crédibilité de cette nouvelle approche était destinée à gagner du terrain, cela exigerait que de nombreux livres qui remplissent les librairies soient réécrits. Son impact retentirait sur pratiquement l'ensemble des théories scientifiques liées à la vie sur cette planète, à commencer par celle de l'origine de l'homme et la théorie de l'évolution de Darwin. Le fait est universellement acquis qu'il ne peut y avoir de vie sans eau. Et si nous acceptions la théorie que l'eau, source de toute vie, a été envoyée depuis l'espace, la logique nous mène alors à la conclusion que toute vie, celle de l'humanité incluse, a une origine étrangère à cette planète. Par ailleurs, en suivant cette théorie selon laquelle l'eau est extraterrestre, il devient davantage possible pour nous de comprendre ses nombreuses propriétés inhabituelles. Comment se fait-il que la glace flotte ? Pourquoi l'eau possède-t-elle un pouvoir de dissolution ? Pourquoi une serviette de toilette est-elle capable d'absorber tant d'eau en dépit apparemment des lois de la pesanteur ? En prenant comme point de départ que l'eau n'est pas de ce monde, ces questions et d'autres mystères autour de l'eau deviennent apparemment un peu moins difficiles à comprendre. L'eau venue de l'espace, cela semble un peu trop tiré par les cheveux. Mais est-ce que cela ne titille pas un tant soit peu votre imagination ? Une fois accompli son long périple à travers le cosmos, l'eau démarre une nouvelle série de voyages sur notre planète. Les boules de glace s'approchent de la Terre et deviennent alors des nuages, qui éventuellement vont tomber sur la Terre sous forme de pluie ou de neige. L'eau, alors, arrose les montagnes, suinte dans le sol, où elle s'enrichit en minéraux, pour remonter par la suite à la surface. Sous l'effet du soleil, l'eau des rivières et des océans s'évapore et retourne dans l'atmosphère où elles forment encore une fois des nuages. Cette eau et tous les minéraux qu'elle transporte au cours de ce cycle forment l'ensemble qui rend la vie possible.
Le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère fond dans les océans et entraîne la photosynthèse, créant un système écologique parfaitement équilibré. C'est dans les océans qu'émergera la première infime particule de vie il y a quelque 3,8 milliards d'années. La particule évolua en une algue capable de photosynthèse, ce qui provoqua la première fourniture en oxygène. Cet oxygène, par son interaction avec les rayons ultraviolets du Soleil, recouvrit la Terre d'un voile protecteur appelé la couche d'ozone. Puis il y a environ 420 millions d'années, la vie fit ses premiers pas hors de l'eau et se libéra des profondeurs des océans grâce à l'aide de l'oxygène et de la couche d'ozone. La naissance de nos ancêtres humanoïdes est estimée avoir eu lieu en Afrique il y a seulement 20 millions d'années. Si l'on compare l'histoire de la Terre longue de 4,6 milliards d'années à une seule année, l'on peut dire que l'humanité est née à 8 heures du soir, le dernier jour de l'année. Tout cela rendu possible par la formation de l'oxygène et de la couche d'ozone. Et la force qui a créé la vie et lui a permis d'évoluer aura été bien sûr l'eau. L'eau en a eu la faculté, grâce à sa propriété unique de dissoudre les éléments nutritifs nécessaires à la vie et de les transporter des sommets des montagnes à travers les rivières jusqu'aux océans. L'étape suivante est de nous demander si le spectacle grandiose de la vie n'est qu'un accident. En songeant aux sources de son scénario qui plonge en un temps si reculé qu'elle défie notre imagination, la naissance de la vie sur cette planète, conduisant à la création d'un système parfait qui autorise l'évolution, nous ne pouvons nous empêcher de sentir qu'une grande intention est d'une façon ou d'une autre impliquée. Kazuo Murakami, professeur émérite de l'université de Tsukuba, attire l'attention générale par son interprétation du code ADN oxyde, appelé renin, R-E-N-I-N, selon son terme anglais. Son point de vue sur la question est que plus vous apprenez de choses sur l'ADN, plus vous êtes forcé d'admettre que quelque main a dû jouer un rôle dans l'enregistrement, dans des espaces si infimes de données aussi précises et élaborées. L'expression qu'il a employée pour décrire cette existence est « quelque chose d'immense ». Le grand spectacle de l'eau et de la vie est impossible à expliquer si l'on exclut l'existence de ce quelque chose d'immense. Aujourd'hui encore, le storyboard continue à se déployer conformément au scénario écrit par les grandes intentions du cosmos. Quelles informations l'eau originelle apportait-elle avec elle en quittant l'espace pour tomber sur Terre ? Nous serions en mesure de présumer qu'elle transportait le programme nécessaire au développement de la vie. J'espère maintenant que vous commencez à vous faire une idée plus claire de ce que la vie signifie. L'eau tombée des cieux prend un temps considérable, pouvant aller jusqu'à des centaines d'années, pour s'infiltrer dans le sol et se transformer en nappe phréatique. Johann S. Davis de l'Université technique de Zurich a mené pendant une trentaine d'années une recherche sur l'eau des rivières en Suisse, et elle se réfère à ces eaux profondes par l'expression « eau sage ». Elle appelle par contraste l'eau récemment tombée l'eau juvénile. Au cours du processus de la chute des pluies sur la Terre, de son infiltration dans le sous-sol puis de sa réémergence, l'eau obtient de tous les minéraux qu'elle côtoie des informations diverses et accumule de la sagesse. Après 30 ans de professorat à l'université, Johann a pris sa retraite et elle mène aujourd'hui sa recherche personnelle. J'ai eu l'honneur de présenter un exposé en même temps qu'elle lors d'un séminaire en Suisse. L'objet de sa recherche est le retraitement de l'eau. Le système actuel qui apporte l'eau par de longs tuyaux donne une eau qui n'est pas spécialement saine pour notre corps. L'eau est composée non pas de molécules indépendantes, mais de groupes de molécules reliées par l'hydrogène sous forme de petits agrégats qu'on appelle de leur nom anglais clusters. Par le fait que l'eau subit de fortes pressions pour ensuite se précipiter en s'écoulant directement par les tuyaux, ces petits agrégats appelés clusters se brisent, laissant les minéraux s'échapper. C'est pourquoi Johann a orienté sa recherche dans les domaines qui lui permettraient de trouver des moyens simples pour fournir de l'eau saine au plus grand nombre de gens,
particulièrement parmi les populations défavorisées. L'une de ces propositions est d'employer des cristaux. Si l'on introduit de petits cristaux de glace dans l'eau, les minéraux sont retenus dans l'eau, donnant une eau qui fera pousser des récoltes plus saines. Joanne a également fait des recherches pour améliorer la qualité de l'eau par l'usage de pastilles magnétiques, et encore en concevant des modèles de robinets qui font couler l'eau en mouvement circulaire. Elle cherche le moyen d'induire un mouvement naturel dans les appareils qui fournissent l'eau. Voici ce que Joanne dit de ses recherches, nous citons. « J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt de nombreuses personnes me parler de votre étude sur les cristaux d'eau gelée. Je crois que ma recherche soulèvera chez beaucoup d'importantes réactions. Par exemple, cela suggérera l'idée d'avoir davantage de respect envers l'eau. Cela suggérera aussi celle de prendre conscience que l'eau réagit à l'énergie la plus tenue. J'espère aussi faire réaliser aux scientifiques et aux officiels qu'il n'existe de nos jours pratiquement aucune protection prévue pour l'eau. À mon avis, il est possible de se servir de ma recherche dans les domaines de la santé et des soins médicaux. Le plus intéressant ne réside pas dans les propriétés physiques de l'eau. On dit par exemple que l'eau minérale est bonne pour tous, mais peu de gens sont au courant du fait que les minéraux des eaux minérales risquent de causer un durcissement des artères. De même, l'eau minérale gazéfiée a une haute teneur en acidité, la rendant dangereuse pour la santé. Dans tous les cas, nous avons besoin d'éviter l'eau qui arrive en bouteille et de la remplacer par de l'eau qui s'écoule naturellement. L'eau veut rester libre. Joanne transmet encore ceci. L'important, c'est que nous retrouvions le désir de traiter l'eau avec respect. Dans notre culture moderne, nous avons perdu toute attitude de respect envers l'eau. Dans la Grèce antique, le peuple avait un véritable respect pour l'eau, et beaucoup de mythes grecs sont fondés sur la protection de l'eau. Mais la science est ensuite apparue, qui rejeta ces mythes parce qu'ils n'étaient pas scientifiques. L'eau perdut son caractère mythique et devint une substance comme une autre, que la technologie pouvait nettoyer quand nécessaire. Il nous arrive de dire « l'eau purifiée n'est pas de l'eau pure ». L'eau traitée dans les stations d'épuration n'est pas celle qui donne les beaux cristaux. Ce dont l'eau a besoin, ce n'est pas d'être purifiée, mais d'être respectée. Fin de citation. Ces mots pleins de sagesse sont le résultat de nombreuses années passées à étudier l'eau. Il était extrêmement stimulant pour moi de susciter par ma recherche sur les cristaux l'intérêt d'une telle personnalité scientifique, sans parler de notre respect commun pour l'eau. Enfin, Joanne me donna le conseil suivant. Le jour où il vous sera possible d'appuyer vos théories concernant les cristaux de glace sur des bases physiques, vous pourrez alors, à partir d'ici, faire part au monde d'une recherche qui sera d'autant plus convaincante que la Suisse est tout ce qu'il y a de plus reconnu à travers le monde pour ses recherches sur l'eau. Fin de citation. C'était en effet très encourageant pour moi, à un moment où j'avais l'intention d'établir un centre en Suisse pour promouvoir ma recherche sur l'eau. L'eau enregistre les informations, puis tandis qu'elle circule à travers la Terre, elle les redistribue. Cette eau, parvenue du fond de l'univers, est remplie des informations de la vie, et l'une des manières de décrypter ces données est à travers l'observation des cristaux. Lorsque je regarde tous ces magnifiques cristaux formés par l'eau, j'ai l'impression de voir la vie se matérialiser sous mes yeux. Les cristaux formés par l'eau qui a été exposée à des mots positifs sont tout simplement des merveilles. La réponse de l'eau aux mots amour et gratitude est une pure splendeur. Ces mots positifs donnent leur esprit à l'eau qui le matérialise pour révéler la vie à son maximum. J'ai aussi l'impression que le simple fait de contempler ces cristaux est un acte créateur de vie. Cette pensée me vient du fait que lorsque nous contemplons les cristaux, l'eau change d'apparence d'un moment à l'autre. Votre regard porte en lui-même sa propre énergie. Si un regard plein de bonnes intentions donnera du courage, un regard plein de méchanceté le fera s'évanouir. Une famille abonnée à notre revue effectua une expérience intéressante. Ses membres mirent du riz dans 2 bocaux en verre. Et un mois durant, ils disaient chaque jour « merci » à un bocal et « idiot » à l'autre.
et guettait ensuite l'effet que cela produisait sur le riz et les changements qui en résultaient. Même les enfants, en rentrant de l'école, allaient prononcer ces mots chaque jour devant les bocaux de riz. Au bout d'un mois, le riz, à qui l'on disait merci, se mit à fermenter, produisant une agréable odeur de malt, tandis que le riz exposé aux mots idiot, pourri et vira au noir. J'ai parlé de cette expérience dans l'ouvrage que j'ai publié moi-même, et cela eut pour effet d'inciter des centaines de familles à travers le Japon à répéter personnellement cette expérience. Tous ont rapporté les mêmes résultats. L'une des familles tenta une variante. Comme les autres, ils disaient merci au premier bocal de riz et idiot au second, mais ils ajoutèrent un troisième bocal qu'ils ignorèrent purement et simplement pendant toute la durée de l'expérience. Qu'imaginez-vous qu'il se passa? Le riz qui avait été ignoré pourrit en fait avant même celui à qui l'on disait idiot. Quand d'autres firent le même essai, de nouveau les résultats se virent confirmés. Apparemment, être ridiculisé n'est pas aussi blessant que d'être ignoré. Donner à quelqu'un ou à quelque chose votre attention, qu'elle soit positive ou négative, reste une façon de donner de l'énergie. Le comportement qui fait le plus de mal est celui de retenir et refuser votre attention. Il me semble que cette expérience a la possibilité de nous enseigner une leçon très importante. Nous devons rester vigilants d'accorder toute notre attention à nos enfants et de prendre le temps de parler avec eux. Nous devrions commencer à prononcer des mots de tendresse et d'amour dès la conception. Traiter nos plantes d'appartement avec gentillesse, en les regardant avec attention, en leur faisant des compliments, les aider à être en pleine forme et les aidera à être en pleine forme et les maintiendra en vie. Il en va de même avec nos animaux domestiques et même avec les insectes. J'espère qu'à travers ce livre, de plus en plus de gens gagneront du respect pour l'eau et se comporteront avec elle avec plus de douceur. L'eau, en conséquence, produira des cristaux de plus en plus beaux, et de cette façon, nous participerons à la création d'un monde en miniature, mais magnifique. J'estime sans le moindre doute que Dieu apprécie grandement son œuvre et qu'il désire nous donner la même capacité que la sienne, la capacité de créer. Il pourrait alors abaisser jusqu'à nous un regard rempli de satisfaction, tandis que nous utiliserions notre libre arbitre pour choisir quel usage faire de cette capacité. La mémoire de la vie est arrivée sur cette terre, apportée par l'âme de l'eau. À partir de cette mémoire, la vie naquit, l'humanité s'éveilla, et en définitive, vous et moi, nous sommes incarnés. Et à présent, en tournant notre regard une fois encore vers l'eau, nous lui insufflons la vie. Votre prise de conscience, votre éveil et votre bonne volonté, qu'accompagne le sourire né de votre sentiment d'amour pour elle, donnent tous ensemble une nouvelle vie à l'eau et entraînent la création d'un univers renouvelé et débordant de beauté.